Briguer la présidence, c'est d'abord briguer une candidature. Comment valider ces candidatures? Comment le Conseil constitutionnel va s'y prendre? C'est une tâche redoutable et lourde. Il y a une nouvelle donne par rapport à la candidature à la présidence au Sénégal. Ça alourdit la tâche pour le Conseil constitutionnel, non? Bon, je pense que c'est le parrainage peut-être la nouvelle donne. Le parrainage qui nécessite... Bon, nouvelle donne en ce sens que ça devient un parrainage citoyen. Et il y a toujours eu le parrainage au Sénégal, mais c'était le parrainage des candidatures indépendantes seulement, pour les candidatures indépendantes. Aujourd'hui, c'est vrai que quand même, vérifier autant de signatures, s'il y a 10 candidats, chaque candidat est tenu d'avoir au moins 65 000 signatures, ça fait plus de 6 millions de signatures et peut-être que ça fait 650 000 signatures ou quelque chose comme ça. Mais quand on parle de signatures quand même, c'est pas la griffe. Quand on dit, parce que beaucoup de Sénégalais quand on parle de signatures par rapport au parrainage pensent que c'est des griffes qu'on vérifie. Ici, signature... C'est pas du graphisme. Non, c'est pas du graphisme. C'est-à-dire parce que quelqu'un même peut ne pas savoir signer et parrainer une personne. Parce qu'il suffit d'avoir donc ses coordonnées, son numéro son nom, prénom, numéro de carte électeur, etc. C'est ça qu'on appelle la signature. Je crois que c'est bon aussi que les Sénégalais. Donc ça alourdit un peu la tâche du Conseil constitutionnel, mais on a augmenté les délais d'évaluation des candidatures. Mais pour autant, quand même, c'est la seule nouveauté que moi je vois. Maintenant, l'autre aspect, il faut au moins s'équiper, il faut de l'espace pour ça. Est-ce que le Conseil constitutionnel s'y est préparé? Il faut que maintenant le Conseil constitutionnel, avec l'appui de l'État, prenne les dispositions nécessaires pour que aucun candidat puisse subir un tort par rapport à ce processus-là. Et donc il y a ça, il y a également... disons l'article 57, la vérification de ça, je crois que c'est ça aussi la nouveauté, l'article 57 qui dit que pour être candidat, il faut aussi être électeur à la fois. Et ça, le vérifier, c'est facile. Je crois que le ministre de l'Intérieur l'a déjà fait pour de potentiels candidats. Donc, à part ça, bon, il y a pour maintenant le parrainage avec disons, incidences connexes. Donc, quand je dis parrainage, il y a toutes les incidences connexes au parrainage qui constituent la nouveauté. Mais à part ça, l'autre nouveauté, c'est le fait de réduire la caution. Je pense même que la caution, ce n'était pas nécessaire. Nous avons milité pour la suppression de la caution parce que ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. Parce que quel était l'objectif de la caution? La caution, c'était un filtre seulement. Mais... dès lors qu'on a le parrainage, ça fait un double filtre, c'est pas nécessaire. Donc on se réjouit du fait que ce soit réduit de moitié, mais on pouvait même s'en passer quand même. Oui, le filtrage est important. Dans les grandes démocraties également, il y a du filtrage. On ne peut pas laisser des candidats fantaisistes venir comme ça, se présenter devant les Sénégalais. C'est normal, dit-on, mais c'est accompagné ailleurs aussi. Le candidat aussi a des droits, non? Oui, je dis que le filtrage, il est normal quand il est démocratique. De faire sorte qu'il y ait un filtre démocratique, je crois que c'est bien. Le parrainage peut être un filtre démocratique. Je dis que maintenant, dès lors qu'on a le parrainage, on pouvait se passer de la caution. C'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, aujourd'hui, je crois que la question du parrainage divise le pays. Et ça a divisé le pays, mais c'est derrière nous puisque la loi est votée. Comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire, les gens n'ont qu'à se préparer. Le parrainage, en soi, nous l'avons d'ailleurs assumé, en soi, dans le principe, n'est pas une mauvaise chose. C'est donc le contexte qui n'était pas favorable à sa mise en œuvre, donc. Mais dans pratiquement toutes les démocraties, il y a le parrainage. Mais peut-être... Ça diffère quand même. Ça diffère du contexte. Parce que Reparlons de la France, là il s'agit d'élus, il faut 500 élus. Et le candidat, il est accompagné. Il n'est pas laissé tout seul comme ça face aux élus. Mais vous parlez, mais c'est le parrainage toujours. Mais il est appuyé. Bon, je t'explique, il y a le parrainage, mais le parrainage citoyen, le parrainage d'élus. Ce qui est peut-être prématuré au Sénégal, c'est le parrainage citoyen. Parce que le parrainage citoyen est plus compliqué. Mais je dis
moi j'aurais compris pourquoi je dis qu'on pouvait le parrainage aujourd'hui pose problème, parce que on l'a pas institué pendant le référendum. Si on l'avait institué pendant le référendum, personne n'aurait vu un calcul derrière. On l'aurait institué avant les législatives également, les gens n'auraient pas vu de calcul derrière. Mais c'est du fait qu'on l'institue à la veille de la présidentielle que les gens se posent des questions. Mais j'ai dit en soi, ça peut être un bon filtre. Mais c'est le contexte qui n'est pas favorable à mon avis. C'est pourquoi on avait nous des réserves sur le parrainage. Oui, le fait d'être électeur maintenant pour être candidat, beaucoup y voient une manière d'écarter Karim Wade, simplement. Oui, absolument. Mais ça, qu'on le dise pas, c'est regrettable. Je crois qu'aujourd'hui, on va vers des élections avec beaucoup d'incertitudes. Parce que des élections avec beaucoup d'inédits. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on va vers des élections auxquelles ne vont pas participer le PS, le Parti socialiste, qui est un parti traditionnel, en tout cas pas participation directe à travers un candidat, et ça a divisé le Parti socialiste, et c'est ça qui amène aujourd'hui ce que nous voyons avec l'affaire Khalifa Sall. Donc c'est les externalités négatives de ces décisions-là. Première fois également, à moins de 8 mois des élections, que le Parti démocratique sénégalais voit son avenir en termes de candidats remis en cause. Et ça peut être lourd de conséquences. Sans candidat de l'AFP également. Voilà, donc c'est les élections des inédits, sans un candidat de l'URD. Oui, vous voyez un peu ce que ça fait. Classiques. Mais quand même, on se félicite de l'arrivée de néo-opposants, n'est-ce pas, qui commencent à poser de véritables débats également. Donc c'est ça un peu la compensation. Oui, mais beaucoup disent... Mais le fait que dans l'esprit des Sénégalais, que Khalifa Sall, comme Karim Wade, risque d'être exclu du processus électoral, pose beaucoup de problèmes. Vous savez, ce n'est pas seulement les partisans de Karim Wade ou de Khalifa Sall qui s'insurgent contre cette velléité d'écarter les candidatures de Khalifa Sall ou de Karim Wade. Mais tout Sénégalais épris de paix et de justice se pose des questions par rapport au risque d'éviction de ces candidatures-là. Vous savez, quand on venait d'arrêter le monsieur... Même quand c'est motivé par le droit, quelque part. Mais quand il y a le doute autour des raisons avancées par le droit, mais ça pose problème. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on peut considérer que le droit est en train de se socialiser. Parce que les Sénégalais, même les Sénégalais lambda, se prononcent sur le cas Karim Wade, sur le cas Khalifa Sall. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai dit au début, quand on a procédé à l'arrestation de M. Karim Wade, les Sénégalais avaient applaudi de main. Et en ce moment même, le ministre de la Justice d'alors, Mme Mimi Touré, jouissait d'une popularité extraordinaire au sein des Sénégalais. Parce que, pensant que c'était une volonté de mettre fin à l'impunité. Mais quand on a vu que cette croisade contre l'impunité est sélective, les Sénégalais ont commencé à se poser des questions. C'était pas sincère. Souvenez-vous que le procureur avait annoncé plus de une vingtaine de personnes qui devaient faire l'objet de poursuites par rapport à la traque des biens supposément acquis. Mais in fine, apparemment ce n'est que la personne de Karim Wade qui est visée. C'est ça un peu les problèmes que pose un peu ce processus-là qui a écarté M. Karim Wade. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, si on gracie M. Karim Wade en disant qu'il a détourné plus de 148 milliards des Sénégalais, on le gracie. C'est pour préserver, à mon avis, la paix sociale. Mais on le gracie, on le laisse partir à l'extérieur, on ne le poursuit pas par rapport à nos 148 milliards supposés, 138 milliards supposés être détournés.
on l'inquiète que quand il demande à être candidat, ça veut dire que ce n'est pas les 138 milliards qui intéressent le pouvoir, mais c'est sa renonciation à être candidat qui pourrait l'intéresser. On menace tout de suite quand on dit que Karim Wade arrive à Dakar, on dit s'il arrive, il nous rembourse. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas candidat, on s'en fout qu'il rembourse ou qu'il ne rembourse pas. C'est ça un peu les problèmes dans l'affaire Karim Wade. On voudrait que ce ne soit pas sélectif. On voudrait que et Karim Wade vraiment... et Khalifa Sall, ça peut installer très rapidement un contentieux préélectoral, non? Absolument, parce que c'est déjà, même s'il n'y a pas de contentieux préélectoral, il y a des contestations préélectorales. Aujourd'hui, la tension est très vive par rapport à la stabilité de ce pays-là, à la paix sociale. Je pense que, je suis convaincu d'ailleurs, qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont utiliser tous les moyens. Vous avez vu le président Wade déjà menacé, même si je ne suis pas d'accord avec lui, parce que quand même menacé d'insurrection. Je pense qu'un président de sa trempe, pour le respect... Benno a répondu avec son leader Macky Sall. Ils ont répondu, ils ont répondu de manière musclée pour dire que... Je dis que le pays n'a pas besoin de ça. Mais je dis que ils peuvent utiliser aussi ils vont utiliser, ça c'est sûr. Ça pose problème au sein par rapport à la stabilité de notre pays. Je crois que le président Macky Sall, ayant pu gracier Karim Wade, pouvait aller au-delà en proposant une loi d'amnistie. Si tant était qu'on voulait lui permettre de se présenter. Je crois que le président Diouf avait les moyens de retenir le président Wade en prison. Vous savez, détourner 138 milliards, c'est moins grave que ôter la vie à une personne. Qu'est-ce qui était accusé? Maître Wade était accusé de meurtre, de complicité, en tout cas de meurtre. Pourtant, on l'a pas retenu dans les liens de détention. Le président Wade pouvait trouver les moyens de garder Macky Sall en prison. Parce que quand même, un État, quand il se lève pour inculquer quelqu'un qui a déjà eu à gérer pendant des années, les prétextes ne peuvent pas manquer. Prétextes et des alibis, c'est simple. Donc moi je pense voilà qui pousse pour la stabilité de ce pays-là, on pouvait trouver une formule qui permet de dépasser ces crises. Et il y en a qui posent les termes à la veille des élections, qui posent la question en d'autres termes en disant que la démocratie, oui, les concepts sont là, il n'y a pas de concept mauvais. Vous avez parlé de reddition des comptes, vous avez parlé de beaucoup de concepts. C'est bien en soi, mais le plus important, c'est l'esprit de gentleman. La démocratie, c'est une question d'élégance. Et c'est ce que manque l'actuel président. Je ne dis pas qu'il manque d'élégance, je ne juge pas. Je ne juge pas je fais pas de jugement de valeur, mais je dis qu'il pouvait faire preuve de dépassement. Il pouvait écouter les forces sociales de ce pays, qui ont toutes milité pour l'apaisement. Encore que ce qu'on reproche à ces deux Michel-là, jusqu'ici en tout cas, ce n'est pas avéré. Parce qu'on n'a pas accusé M. Wade de détournement de deniers publics. On l'accuse d'enrichissement illicite à travers un instrument qui est dépassé la CREI. Donc on pouvait trouver franchement un moyen de dépasser ces crises préélectorales qui risquent d'avoir des conséquences fâcheuses. Mais là, il faut préparer quand même la présidentielle et vous en êtes à une éducation électorale. Oui, je crois que comme chaque année électorale, nous attelons à contribuer à la mobilisation des électeurs. Je crois qu'on a connu des taux de participation faibles dans le temps qu'il faut essayer de corriger en insistant dans l'éducation citoyenne, la mobilisation pour le retrait des cartes, la mobilisation pour le vote, mais la mobilisation également pour l'observation du processus électoral par des observateurs neutres, indépendants, qui pourraient demain attester de la crédibilité des scrutins. Et donc, bientôt... Ça passe par beaucoup de communication. Et l'impression que vous donnez à ces citoyens, est-ce que l'actuelle société civile sénégalaise a du crédit? Mais je les laisse juger. Je peux pas... Mais en tout cas, on ne peut pas nous reprocher de jouer notre partition. Parce que, tu sais... À un moment, c'était tendu avec l'opposition. Oui, parce que peut-être à un moment, ils n'avaient pas compris qu'on accepte de participer
au cadre de concertation mis en place par le pouvoir. Bon, moi, je les comprends. C'est arrivé. Tu sais, parfois, c'est comme ça. Parfois, c'est l'État qui vous prend comme un opposant. Parfois, l'État dit la société civile, c'est des opposants encagoulés. Et il arrive aussi que l'opposition pense que, bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le rôle de la société civile n'est pas de se substituer à l'opposition. L'opposition a sa partition à jouer, la société civile a sa partition à jouer. La société civile ne doit pas être partisane, ne doit être ni du côté de l'opposition, ni du côté de la société civile. Ça pourrait être facile, ça pourrait être facile si les figures qui incarnent cette société civile sont des figures jugées neutres. Parce que quand vous militez dans une formation politique pendant des années et un beau jour vous nous dites que vous faites partie de cette société civile, ça peut susciter des interrogations. Mais il faut toucher du doigt ce qui... En tout cas, moi, je vous dis... Vous n'avez jamais milité, moi, vous, dans un parti politique? Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je fais partie, je vous le dis, vous pouvez le retenir, je fais partie, l'une des rares personnes de la société civile qui n'a jamais, je le maintiens, je le dis, je le redis, qui n'a jamais milité dans un parti politique. Pour autant, je ne dis pas que ceux qui militaient dans un parti politique, qui se lèvent pour dire, bon, je cesse de militer dans un parti politique, je ne les juge pas, c'est leur droit. On a vu des gens militer dans la société civile après pour aller faire aussi autre chose, pour être des acteurs politiques. Je crois que la personne, elle est libre de ses choix. Donc moi, je ne juge pas ceux qui étaient dans les sphères politiques, dans les partis politiques, qui après décident de venir dans la société civile. Oui, mais le rôle a toujours été important dans l'organisation des élections. Personnellement, je dis personnellement, et tous ceux qui travaillent avec moi, n'ont jamais milité dans un parti politique. Ok, mais il y en a qui vous interpellent. Et ne militeront jamais dans un parti. Globalement, vous de la société civile, que vous devez également balayer devant votre propre porte, hein? Parce qu'il y a des sociétés civiles au Sénégal. Mais il faut s'en féliciter qu'il y ait des sociétés civiles au Sénégal. Je crois que il y a tout le monde n'inspire pas confiance. Non, c'est normal. C'est normal. Je vois, il y a plusieurs sociétés civiles et c'est normal et c'est assez... Il vous arrive de vous dire des vérités. Il y a la société civile électorale qui travaille sur les questions de gouvernance démocratique. Il y a la société civile qui travaille sur les questions de santé. Il y a la société qui travaille sur les questions économiques, d'autres qui travaillent sur les questions d'éducation. Développement durable. Donc, c'est ça la diversité. Parlons de cette société civile électorale. Est-ce qu'il vous arrive de faire le ménage? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire des vérités? Mais absolument. Est-ce que vous avez des codes de conduite? Vous savez, quand on a entamé la médiation, la dernière médiation qu'on a entamée, qu'on a eu à conduire sur le parrainage, il y a eu des acteurs politiques qui s'étaient manifestés pour accompagner les leaders de la société civile, et vous avez vu des acteurs. Mais après cela, on a fait une réunion pour dire, écoutez, il faudrait qu'on remette les choses en ordre, n'est-ce pas? Et on a fait une réunion, on s'est dit des vérités. Entre vous? Et entre vous, on se dit, nous ne devons pas nous coaliser avec des acteurs politiques. En tout cas, moi, je ne le ferai jamais. Je ne serai jamais dans une délégation où il y a des acteurs politiques qui sont connus pour leur position partisane, pour faire soit de la médiation ou pour faire des actions qui nécessitent une équidistance. Mais voilà, on revient sur un point, le point du parrainage. À l'époque, quand le débat a été houleux, tendu, beaucoup de membres de la société civile s'étaient réfugiés derrière leur posture qui doit être neutre pour ne pas se prononcer. Mais on s'est prononcé sur le pour parrainage. ne pas s'afficher. On s'est prononcé, en tout cas moi je me suis prononcé. Pour dire que vous êtes contre. Mais tout le monde connaît ma position, moi, sur le parrainage et la position même de notre collectif. Nous avons dit le principe du parrainage, il est bon et on l'assume. Parce que le parrainage... Mais le contexte ne s'y prête pas. C'est le contexte qui ne s'y prête pas. Oui, c'est une manière de dire oui, mais quoi. On ne peut pas, dans le passé... Ça, c'est un oui, mais. On ne peut pas, dans le passé, avoir milité pour la rationalisation des partis politiques. Tout le monde connaît le combat que nous avons eu à mener pour rationaliser les partis politiques, pour avoir une meilleure lisibilité du jeu démocratique. Et dire qu'on est contre le parrainage. Nous, on a dit, le parrainage,
pouvait être un bon levier de rationaliser mais au-delà de 2019. Mais on pouvait le faire après 2019. C'était ça notre position. Oui, mais il y aura des positions à prendre à l'approche de la présidentielle, des positions qui vont trancher, ce sera très sensible. Est-ce qu'on peut s'attendre à une société civile qui va faire preuve de courage et qui ne va pas se cacher derrière quoi que ce soit pour afficher de manière nette et claire? Quand il faut prendre des positions tranchées, on les prend. Par exemple, nous... Sans faiblesse. Non, mais pourquoi? Nous n'attendons rien de l'État. Donc, pourquoi avoir un peu à se voiler la face? Non. Qu'est-ce que nous attendons de l'État? À part que l'État, comme tout citoyen, assure notre sécurité, etc. Mais c'est quelqu'un qui attend des dividendes ou bien à manger. Souvent, il y a un état de siège à attendre de l'État, il y a des avantages, il faut la reconnaissance de l'État pour avoir ses bailleurs, pour exister déjà. Il y a des menaces quand même, il y a toujours des moyens de faire pression sur les organisations. Oui, il y aura toujours des moyens de faire pression, ça c'est indéniable. Mais pour autant, le droit... Parce que c'est quoi la société civile? On peut même ne pas être dans une organisation et rester dans la société civile. Le jour où moi je quitterai 3D, l'ONG 3D, je peux continuer à rester membre de la société civile en tant que personne, en tant qu'individu, à essayer d'être encore plus, d'avoir un engagement beaucoup plus militant. C'est quoi la société civile? Oui, c'est du militantisme, on est d'accord, c'est du militantisme. Parce que nous, on est d'accord, mais c'est également des sous, hein? C'est un siège, c'est une reconnaissance, c'est un statut. Et ça, il faut l'administration à côté. Mais c'est une association. Par exemple, une ONG, c'est une association. Oui, et des salariés, et des sous, et des bailleurs. C'est tout ça. Hein? Mais non, attends. Il faut qu'on fasse la part des choses. Aucun bailleur ne te paye pour faire du militantisme par rapport à la société civile. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, quand les bailleurs financent, ils financent des programmes avec des résultats bien clairs. Ils te financent, tu veux faire des actions dans la lutte contre le VIH. Mais il faut exister d'abord. Oui, il faut exister naturellement. Pour bénéficier de tout ça. Mais ça, c'est un droit indéniable, c'est le droit d'association. Oui, aucun État ne peut refuser à un groupe de Sénégalais de se retrouver en association. Ok, donc il n'y a pas de menace possible dans ce sens. La menace possible, c'est quoi? Retarder la signature des agréments ou des récépissés d'association. Mais ça, même quand on le fait, il y a des moyens de contournement. Oui, mais je ne crois pas que l'État du Sénégal ait intérêt à vouloir bloquer des groupes de Sénégalais qui veulent se retrouver en association, en ONG. Ça. Oui, l'envergure de la présidentielle. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les acteurs de la société civile que vous voyez, beaucoup sont déjà dans d'autres activités. Ils sont dans la société civile, c'est vrai, avec peut-être des programmes de la part de partenaires financiers par l'État, par exemple l'Union européenne, la Fondation OSIVA et d'autres. Mais ils ont aussi leurs activités. D'accord. Le temps passe vite. Rapidement, le problème d'eau, ça fait partie de l'actualité. On parle de pénurie en eau et d'électricité également. Oui, c'est regrettable. Parce qu'on avait à plus de 2 mai, par exemple, quand le problème d'électricité a été réglé. Parce que quoi qu'on dise quand même, il faut se féliciter des avancées notoires qu'on a pu réaliser, des pas par rapport à la crise de l'énergie, par rapport à la question de l'électricité. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose est beaucoup plus important même que la problématique de l'électricité. L'eau est beaucoup plus importante que l'électricité. C'est une question de droit, une question de dignité humaine, l'accès à l'eau potable. On peut se passer d'électricité pour vivre, mais on ne peut pas se passer d'eau pour vivre. Et c'est lié en dehors de ça. Donc l'eau est si ça perdure, ça va entraîner des coupures d'électricité. Oui, et au-delà de ça, il y a les questions d'hygiène qui se posent. Vous imaginez les zones où il n'y a pas d'eau, les conditions d'hygiène qui vont se poser pour ces populations-là. Je crois que jusqu'ici, les questions d'accès à l'eau potable ont été gérées de façon conjoncturelle. Je crois que l'occasion est donnée au président Macky Sall d'essayer de trouver des solutions structurelles que disent les défenseurs des droits humains par rapport à ces besoins primaires
eau, électricité, un État qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins? Mais je vois les associations consomméristes s'ériger contre un peu ces manquements. J'ai vu même hier l'imam Ndao, même s'il n'y a pas encore l'ardeur qu'on lui connaissait et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais fustigent, n'est-ce pas, ces carences, ces pénuries dont, n'est-ce pas, auxquelles ils font face. Parce que c'est des pénuries essentielles. C'est essentiel. Le temps est fini. Vous avez également milité pour le monde agricole à un moment de votre cursus. Ce problème d'eau pose un autre problème parce que pour approvisionner Dakar Centre en eau, l'État est en train de perforer pas mal de forages dans les Niayes. C'est une zone maraîchère et ça va poser un autre problème, un problème d'eau, parce que là également ils auront une nappe phréatique beaucoup plus en profondeur et ça va tuer la filière agricole dans les Niayes. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver une solution structurelle à ce problème-là qui perdure depuis avant même le régime actuel. Je crois qu'il est temps que l'État sache faire des priorités. Aujourd'hui, on a investi beaucoup d'argent à des projets moins importants que cette problématique d'accès à l'eau potable. Je crois qu'il faudrait recadrer, recentrer nos priorités. Et c'est le nœud du problème. Oui, la question de l'accès à l'eau potable se pose avec acuité au Sénégal et il est temps que ce problème-là soit réglé définitivement. En tout cas, nous en appelons, nous faisons appel à tous Sénégalais de répondre à l'invitation faite par nos amis Y'en a marre pour que l'État comprenne que cette question nous préoccupe tous. On peut se passer d'électricité, on peut se passer de nourriture un moment, mais on ne peut pas se passer d'eau potable. Oui, c'était la position de la société civile dans l'actualité au Sénégal. C'est dommage, on n'a pas pu parler de Auchan.